Bonjour à tous et bon réveil sur ESAE Télévision. La proclamation des résultats provisoires des élections municipales et communales du 17 mai dernier est annoncée pour ce mercredi 20 mai. La Commission électorale nationale autonome Sénat a déjà réceptionné la totalité des 546 cantines de tous les arrondissements du Bénin conformément aux prescriptions du Code électoral. Néanmoins, les confrères de la presse écrite évoquent dans leur parution du jour les grandes tendances. Selon certains écrits, il est à retenir de sources très sûres et dignes de foi que le parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE pourra s'asseoir à la table de partage de sièges avec 14% des suffrages valablement exprimés au terme des compilations et se pointe juste derrière le bloc républicain qui s'en sort avec 37%, derrière l'Union progressiste qui vient en tête de peloton avec 40%. Le parti du renouveau démocratique PRD et l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN non éligibles au partage des sièges obtiennent respectivement 5% et 2%. Nous en parlerons dans le débat de ce matin sur Free Matin avec Carles Kitomé, journaliste reporter d'images à ESAE Télévision, et Claude Alofa, directeur de publication du quotidien béninois d'information générale et d'analyse de l'informateur. Un troisième invité qui a pour nom Kalebi Sodeji, directeur de publication du quotidien Partners News. Mais avant, chers amis internautes, à suivre le bulletin matinal d'information dans lequel le ministre de la Santé expose les raisons pour lesquelles le nombre de cas confirmés au Covid-19 au Bénin a baissé de 339 à 130. Ainsi se présente le nouveau bilan qui est fait par le gouvernement béninois dans la matinée de ce mardi 19 mai 2020, tenant compte des indicateurs de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Les professionnels des médias Marie-Louise Félicité Bidias et Honoré Afissou ont animé une conférence de presse ce mardi 19 mai 2020 dans la salle polyvalente de la Maison des médias Tomomé Yansan de Cotonou. Des détails dans cette matinale. Voilà pour le sommaire du jour, chers amis internautes. Merci de vous installer confortablement. On se retrouve dans un court instant pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin, comme il est de coutume tous les matins, par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin Covid-19. Suite aux recommandations de l'OMS, le Bénin réajuste ses données. Désormais 130 cas confirmés, soit 11 sous traitement, 57 guéris, 2 décès. Les clarifications du ministre de la Santé, les justifications du représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé vous sont publiées à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien L'Informateur. Nous restons à la une de l'Informateur de ce matin. Élection communale de 2020. La Commission électorale nationale autonome Sénat annonce les grandes tendances ce jour. Toutes les cantines déjà réceptionnées, confirment le confrère de l'Informateur ce matin à la une. Média appelle à candidature du CNP et de l'UPMB pour la formation de 120 journalistes d'investigation. Plus de détails dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien L'Informateur. À découvrir dans les colonnes de l'apparition de ce matin de l'Informateur, le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Matin libre en manchette ce matin avec une grosse interrogation. Titre: député réputé en frasque qui, pour recadrer la jeune Sedami, s'interroge le confrère ce matin. Des précisions sur son interrogation à la page 3 de sa parution de ce matin. Nous restons à la une de Matin libre de ce matin. Taxes abusives et faux frais dans le transport. Deux journalistes présentent leurs résultats. C'est un titre à l'oreille droite de la une de ce matin de Matin libre. Des détails à la page 3 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au quotidien L'Affiche du jour qui titre en manchette ce matin. 112 heures après les élections communales et municipales de 2020, place à la guerre des chiffres dans les différents états-majors. Les résultats provisoires proclamés par la Sénat ce jour. L'Indépendant titre en manchette ce matin: élection communale et Covid-19 au Bénin, scrutin réussi, satisfaction sur les taux de participation, les résultats attendus pour ce jour à la Sénat. Des précisions à la page 2 de la page de ce matin du Canard. Nous passons à présent à l'Opinion aujourd'hui qui titre en manchette ce matin: mode de répartition des sièges à l'issue des élections communales et municipales, sur à quoi les candidats devraient s'en tenir. Lire l'arrêt de la Cour suprême sur la question. Les clarifications de Franck Kinivore sur la répartition des sièges vous sont dévoilées à la page 7 de la parution de ce matin du quotidien L'Opinion aujourd'hui. Le Soleil Bénin Info à présent. Résultat issu des urnes dimanche dernier. Aké, l'artisan de la victoire de l'Union progressiste à Corvey, le député progressiste demeure le leader incontestable de la région Agonli.
relaye le confrère de Le Soleil Bénin Info ce matin en manchette. Libération à présent, nouveau indicateur du Covid-19 selon l'Organisation mondiale de la santé. 130 cas confirmés, soit 11 cas sous traitement, 57 personnes guéries et 2 décès. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Libération. Nous passons à présent au quotidien Nord-Sud quotidien qui titre en manchette ce matin « Attribution des sièges pour les élections communales et municipales ». Le professeur Salami explique l'arrêt de la Cour. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien Le Routier. Baisse drastique du nombre de cas atteints du coronavirus. Le Bénin recadré sur la sommation des tests de TDR et PCR. Seul le PCR est valable. Des précisions à la page 3 de la page de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Notre Époque qui titre en manchette ce matin. Contentieux des actes préparatoires des élections communales au Bénin, arrêt ANCB/Sénat. Le professeur Ibrahim Salami explique des détails à la page 6 et également à la page 7 de la page de ce matin du Canard. Le matinal à présent, tendance issue des élections communales et municipales, l'Union progressiste et le Bloc républicain, une écrasante victoire, la prime à l'Union. Des précisions à la page 2 de la page de ce matin du Canard. Le Canard en fiche néanmoins en manchette ce matin que UP entre 40 et 50%. Le bloc républicain BR entre 35 et 40%, FCBE Force Corée pour un Bénin émergent entre 15 et 20%, PRD Parti du Renouveau démocratique entre 6 et 7%, UDBN 3% selon les sondages ou les grandes tendances publiées par le matinal. Pour le Canard, le PRD c'est fini, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau c'est perdu, la FCBE c'est gagné. Nous restons à la une de le matinal de ce matin, commune de Glazoué, le BR sauve à Plampa d'un naufrage politique. Des détails à la page 9 de la page de ce matin du Canard. Le challenge en deuxième titre à la une ce matin, UP et BR à coude dans toutes les communes. Les FCBE sortent la tête de l'eau. De grosses surprises s'annoncent dans des communes. Des députés coordinateurs en baisse de popularité. Des précisions à la page 4 de la page de ce matin du quotidien Le Challenge qui titre en manchette, non à la une plutôt ce matin, dépistage en TDR et en PCR, bonne évaluation du dispositif béninois par l'OMS. Des précisions à la page 6 de la page de ce matin du quotidien. Nous passons à présent au quotidien Diakpata qui titre en manchette ce matin lutte contre le coronavirus, désormais 170 cas conformes aux normes de l'Organisation mondiale de la santé. Plus de détails à la page 10 de la page de ce matin du Canard. Fête identitaire à Grand Popo, Covid-19 emporte Novicia de 2020. Des précisions sur ce titre à la page 3 de la page de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien de service public La Nation qui a titré ce matin en manchette élections municipales et communales, les résultats provisoires ce jour. Des détails à la page 3 de la page de ce matin du Canard. Le quotidien de service public retient néanmoins à la une qu'il s'agit d'un dénouement heureux du scrutin. L'événement précis nous titre en manchette ce matin organisation des élections communales et municipales de 2020. Un scrutin globalement réussi dans un contexte de Covid-19. Tous les regards tournés vers la Commission électorale nationale autonome pour des résultats. La gratitude du maire Bada aux populations d'Abomey-Calavi. Des précisions aux pages 2, 3 et 5 de la parution de ce matin du quotidien l'événement précis. Nous passons à présent à La Boussole qui titre en manchette ce matin dépistage en TDR et en PCR, bonne évaluation du dispositif béninois par l'OMS. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Le Béninois libéré pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin grâce à la magie du renard des suffrages électoraux, des surfaces électorales Yahweh-Déou. Le BR colonise le zoo contre l'UP. Des précisions dans les comptes de la parution de ce matin du Canard et municipal du 17 mai dernier, 37% de suffrage pour le BR. Mention honorable pour Abdoulaye Biachane, le choix de Ayadi très déterminant pour l'Union progressiste. Résultat provisoire de la Sénat ce jour. Des précisions dans les comptes de la page de ce matin, le Béninois libéré qui publie à la une de sa une de ce matin les photos des probables maires de nos 77 communes. Il retient à la une Malik Sebou Gomina pour le cas de Djougou, Georges Bada pour Abomey-Calavi, Luc Setondia Troco pour Cotonou et Garba Yaya probablement pour Paraco. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin.
Compte tenu des indicateurs de l'Organisation mondiale de la santé OMS, le nombre de cas officiellement confirmés au Bénin à compter de ce mardi 19 mai 2020 passe de 339 à 130 cas confirmés. L'annonce a été faite dans la matinée de ce mardi par le ministre de la Santé au cours d'une conférence de presse. En effet, selon les indications de l'OMS, les cas asymptomatiques ne sont pas considérés comme malades et que seuls les tests réalisés à la PCR sont à considérer. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati. Depuis lors, le gouvernement a développé une stratégie de riposte sanitaire en multipliant la mise en place de laboratoires et de centres de prise en charge dans tous les départements du pays. Par ailleurs, le gouvernement a fait l'option d'un dépistage massif au niveau de certains groupes cibles exposés, reposant sur deux types de tests de dépistage que sont le test de diagnostic rapide, consistant en une recherche dans le sang des anticorps attestant d'un contact avec le virus, avec un résultat qui est obtenu au bout de 10 à 15 minutes. Et le test de la PCR, ou le test virologique, consistant à la recherche du matériel génétique, c'est-à-dire de l'ARN viral, sur un prélèvement naso et ou oropharyngé, au niveau de la gorge, du nez et du nasopharynx donc, dont le délai de manipulation pour l'obtention du résultat varie pour les tests qui sont pratiqués au Bénin aujourd'hui de 3 à 6 heures de temps. L'Organisation mondiale de la santé, organe officiel mondial en charge des questions sanitaires, ne reconnaît pour le moment comme cas positif confirmé que ceux issus des tests réalisés avec la PCR. Ainsi, au plan officiel, en application de cette directive de l'OMS, le Bénin compte à ce jour 130 cas confirmés de Covid-19 par la PCR. Cette nouvelle dynamique entraîne donc une diminution sensible des cas officiels confirmés d'infection à la Covid-19. Toutefois, au regard des résultats obtenus avec l'utilisation des tests de diagnostic rapide, le Bénin continue d'assurer la surveillance sérologique de sa population à l'aide de ces tests. Les personnes dépistées positives au test de diagnostic rapide sont prises en charge et suivies selon les protocoles adaptés. Sont donc considérés comme nouveaux indicateurs à partir de ce jour, mardi 19 mai 2020, sur le site officiel du gouvernement, 130 cas confirmés, 57 cas guéris et 2 cas de décès. Par ailleurs, il faut noter que dans le cadre de la surveillance sérologique, nous avons réalisé 13 170 tests de diagnostic rapide. Le respect des mesures sanitaires, notamment des gestes barrières, à travers le lavage systématique des mains à l'eau savon ou la désinfection des mains au gel ou à la solution hydroalcoolique, le port du masque systématique en tout lieu et le respect de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre sont, entre autres, les mesures à respecter rigoureusement pour réduire la propagation du coronavirus au Bénin. Par ailleurs, je voudrais également rappeler que vous pouvez joindre le centre d'appel de la COVID-19 au 136 pour toute autre information. Cette stratégie du gouvernement qui consiste à faire 2 tests s'explique dans la dynamique de mieux encadrer et protéger sa population. Le ministre de la Santé, au cours de sa sortie médiatique, a rappelé que les tests faits par le Bénin ne sont pas remis en cause par l'Organisation mondiale de la santé. Je vous invite à suivre à nouveau Benjamin Hunkpati, ministre de la Santé, au micro de nos reporters. Les tests qui ont été réalisés ne sont pas remis en cause par l'OMS. Ce qui est remis en cause, ou ce n'est pas une remise en cause, le Bénin a choisi de revenir à une norme, disons, respectée par tout le monde. Parce qu'il faut pouvoir comparer les chiffres. Lorsque vous prenez les chiffres donnés par les autres pays, même des pays qui sont en train de réaliser des tests de diagnostic rapide, ils ne communiquent que les données de la PCR. Cela fait qu'en voulant comparer, vous comparez des données du Bénin qui associent les diagnostics posés par
et test de diagnostic rapide et PCR à d'autres données qui ne sont que des données issues de la PCR. Vous comprenez aisément donc qu'il y aura un problème de comparaison des données. La deuxième chose fondamentale, l'OMS ne met pas en cause les tests de diagnostic rapide. Ce que l'OMS dit, c'est que pour le diagnostic, pour poser le diagnostic, il faut s'en référer à la PCR, c'est-à-dire la recherche même du virus. Mais les tests de diagnostic rapide permettent d'attester que la personne a été en contact avec le virus. Donc ce n'est pas le test qui est remis en cause. Et en ce qui concerne ces tests de diagnostic rapide, en fait, le Bénin a fait l'option de les utiliser comme moyen de diagnostic parce qu'il faut se référer à l'interprétation de ces tests. Il y a deux types d'immunoglobulines, c'est-à-dire des anticorps que font transparaître ces tests. Il s'agit des immunoglobulines M et des immunoglobulines G. Lorsque la personne rentre en contact avec le virus, dans les 8 à 14 jours après ce contact, les immunoglobulines M apparaissent dans le sang, c'est-à-dire que son corps réagit et produit des anticorps. Et ces anticorps sont d'apparition précoce, mais ils disparaissent également très vite. Dans un deuxième temps, il y a les immunoglobulines G qui apparaissent. Donc, ils apparaissent après les immunoglobulines M, mais disparaissent plus tardivement. Cela fait que lorsque vous faites un test de diagnostic rapide, vous avez trois types de résultats. Vous pouvez avoir les immunoglobulines M seules qui apparaissent. Ça signifie que la personne a été récemment en contact avec le virus. Vous pouvez avoir un chevauchement des immunoglobulines M et des immunoglobulines G qui fait transparaître que le contact n'a pas été lointain et qu'il a commencé à sécréter donc les immunoglobulines G également. Et vous pouvez avoir le troisième cas de figure où vous n'avez que les immunoglobulines G. Ça peut être une personne qui a déjà guéri de la COVID-19, donc qui n'a que le stigmate qui montre qu'à un instant T, il a été en contact avec le virus. Au jour d'aujourd'hui, l'OMS dit, bon, nous ne voulons avancer sur le diagnostic certain qu'avec la technique qui isole même le virus, c'est-à-dire la PCR. Donc les résultats communiqués partout dans le monde sont sur la base de cette PCR. Mais je dois vous avouer que beaucoup de pays, même dans notre sous-région, font des expérimentations avec les tests de diagnostic rapide, mais que les résultats ne sont pas publiés pour respecter cette prescription de l'OMS. Donc, les 339 qui étaient communiqués par le gouvernement du Bénin associaient aussi bien les tests de diagnostic rapide, les résultats des tests de diagnostic rapide, que les résultats des PCR. Marie-Louise Félicité Bidias et Honoré Afissou ont animé une conférence de presse ce mardi 19 mai 2020 dans la salle polyvalente de la Maison des médias Thomas Meillansan de Cotonou. Chaque conférencier a présenté son enquête au sujet de la corruption dans le transport routier et la gestion des gares routières. Il s'agit de la phase 1 du projet pour des médias plus professionnels initié par la Maison des médias et financé par Open Society Initiative for West Africa, OSIWA. Le compte rendu est signé Carles Kitomé et Jean-Didier Esseka. L'enquête intitulée « Gare routière au Bénin, des taxes abusives collectées en toute impunité » réalisée par la journaliste Marie-Louise Félicité Bidia dans le cadre du projet pour des médias plus professionnels a été présentée par son auteur à la Maison des médias ce 19 mai 2020. Un jour, l'année dernière, j'ai rencontré des transporteurs de véhicules qui se plaignaient d'une corruption existant à leur sein. Et ils parlaient des taxes qu'on leur faisait payer d'autres personnes. Et j'ai été très surprise parce qu'empruntant tout le temps ces moyens de transport pour aller à Porto Novo ou ailleurs, je ne savais pas qu'il y avait une telle réalité. Et je me suis dit, tiens, c'est une autre occasion pour moi d'entrer dans le vif du sujet. La première des choses que je vais dire, c'est qu'il y a une loi qui a été
il y a une loi au Bénin, c'est la loi 97-029, qui porte organisation des communes en République du Bénin. Et la loi est claire et la loi stipule que la commune a la charge de la gestion des gares routières au Bénin. Donc, je me suis vraiment accentuée au niveau des différentes communes. Bien évidemment, je me suis aussi rapprochée du ministère de la décentralisation parce qu'il m'a aussi paru opportun de savoir si, est-ce que dans la réalité des faits, le ministère de la décentralisation continue à avoir sa main invisible. Et ça a été clair et net que la gestion, la décentralisation est effective. Le ministère de la décentralisation ne s'implique pas sur le terrain. Nous avons le collectif des syndicats des conducteurs et transporteurs du Bénin, COSICOTRAP, qui justifie par contre cette collecte de taxes. Honoré Afissou du quotidien La Presse du Jour a également présenté son enquête. Le transport routier toujours au rythme des faux frais. Nous avons aussi écouté beaucoup d'acteurs du secteur des transports. On a écouté la hiérarchie policière et certains responsables douaniers. On a écouté des membres du comité mis en place par le gouvernement pour veiller à l'application des mesures prises dans le cadre de la fluidification du transport routier au Bénin. On a aussi écouté des responsables d'ONG, FONAC, ALCRE et bien d'autres. Notre travail n'a pas été un travail de bureau ou bien d'écoute de toutes ces personnes que je viens de citer. On a fait une véritable immersion, on a sillonné les axes routiers. Notamment, on a fait l'axe routier Cotonou-Karaké, Cotonou-Parakou, Cotonou-Ilakonji pour voir vraiment, pour vivre par nous-mêmes ce qui s'est passé. Le projet pour des médias plus professionnels se poursuit. De nouveaux dossiers seront bientôt présentés pour le compte de la phase 2. Les conférenciers ont partagé les réalités de ces enquêtes et surtout les difficultés qui ont entravé leurs travaux avec des jeunes journalistes présents à cette conférence de presse. Jean-Didier Esseka et Carles Kitome pour le point. C'est une enquête qui a été réalisée. Comme toute autre enquête, il y a quand même de petites difficultés. Ici, je ne voudrais pas revenir sur les difficultés liées au rendez-vous manqué, ça c'est clair. Ce n'est pas au premier coup, au premier essai que vous allez au contact d'une source et puis vous trouvez la source. Non, ce n'est pas évident. Il faut aller plusieurs fois. La principale difficulté, c'est celle qui est liée aux conditions dans lesquelles le travail a été fait. Je vous ai dit tantôt que j'ai sillonné 3 grands axes. Cotonou-Karaké, Cotonou-Ilakonji et Cotonou-Parakou. De nuit comme de jour, avec tous ces risques. Et puis, le confort qui n'était pas du tout ce qu'il fallait dans les taxis que j'avais empruntés pour. Mon article a suscité beaucoup de réactions. Et je voudrais juste vous signaler quelques réactions fortes. Là, une des réactions fortes qui m'a paru opportun de dire, c'est que le maire de Cotonou, le 10 février 2020, a signé un arrêté municipal portant interdiction de recouvrement de ces tickets des syndicats de conducteurs. Donc aujourd'hui, dans toute la ville de Cotonou, au niveau des différentes gares routières, il n'y a plus du tout paiement de ces taxes, des cotisations syndicales. De même, il y a eu beaucoup de réunions de la police républicaine à Porto Novo au niveau de Sémé-Podi. Je vous ai dit que là-bas, c'est carrément l'effervescence. Ensuite, il a été aussi signifié que de plus en plus, beaucoup de maires sont en train d'essayer de mettre fin à ces cotisations syndicales. Il y a Boïkan qui l'a fait, il y a la commune d'Igolo. Et au niveau d'Abomey-Calavi, le maire d'Abomey-Calavi a suspendu. Il y a un arrêté qui veut tout réorganiser. Donc, en conclusion, je précise que mon enquête n'a pas du tout été facile. Elle a été vraiment très difficile. Beaucoup de gens ont tenté de me dissuader parce que je suis tombée dans le terreau de la corruption et tout, mais nous avons persévéré. Et nous avons aussi beaucoup de difficultés au niveau de rencontrer les responsables, les élus locaux au niveau de Sémé-Podi. Évidemment, comme prétexte, c'était aussi que l'affaire était déjà
en justice. Abacus Foundation continue ses œuvres de solidarité et de charité en cette période de pandémie de la Covid-19. Les bras chargés, Cherita Walter, la coordinatrice nationale et ses collaborateurs ont rendu visite aux pensionnaires du centre d'accueil de protection d'enfants Maison Fifamé d'Alada et du centre Vigny les Archanges de Décamé dans la commune de Pomoncé le samedi dernier. Le compte rendu de cette tournée est signé Larios Adiaguino. Engagé dans la lutte contre le coronavirus, Abacus Foundation n'oublie pas sa principale vision, celle de chérir les enfants dans un monde innocent. Les émissaires de la présidente Abacus Assongba de Rosa sont allés porter assistance à des âmes innocentes dont s'occupent les sœurs de Saint-Augustin dans le département de l'Atlantique. À Alada, Cherita Walter, la coordinatrice nationale de la fondation et ses collaborateurs ont fait don de vivres, riz, huile et pâtes alimentaires au centre d'accueil et de protection d'enfants, Maison Fifamé, et distribué à ces 26 pensionnaires, tous orphelins de naissance, des masques en tissu lavable. Tout ce que vous faites à l'un de ces petits, c'est à moi que vous le faites. Chers parents, soyez bénis par le divin Fils de Dieu pour votre amour, votre gentillesse et votre délicatesse envers nous. Nous vous remercions énormément aussi de tout notre cœur pour votre soutien et affection et vos dons en espèces. Nous sommes vraiment contents de vous accueillir chez nous et chez vous. Nous vous disons un sincère merci pour tout ce que vous avez fait, pour avoir pensé à nous et à vos enfants. Que le Seigneur vous rende au centuple. Dans la gaieté, la délégation prend congé de ses hôtes pour mettre le cap sur le centre Vigny, les Archanges de Décamé dans la commune de Pomoncé. Ici également, les pensionnaires, des personnes handicapées et des cas sociaux bénéficient du soutien d'Abacus Foundation. Dans nos langages ou dans l'expression, quand on dit merci, c'est qu'on tend encore la main pour demander en plus. Nous vous demandons de toujours venir à notre secours. Actuellement en service à Alada, Sœur Sabine Glélé, cheville ouvrière de la relation entre Abacus Foundation et les deux centres, souligne l'intérêt de les appuyer dans leur mission. Si là-bas, nous avons l'handicap très lourd, ici, nous avons des enfants qui ont besoin de beaucoup d'attention, beaucoup d'affection pour leur éducation, leur instruction et pour qu'ils puissent être dans la société des gens sur qui on peut compter. Et je compte sur la Fondation Abacus. Les responsables de la Fondation réitèrent l'engagement à mener des actions désintéressées pour le bien-être des différentes couches de la population. Notre journée s'arrête ici, mais par nos distributions de masques, par l'aide qu'on porte à la population, comme je le disais déjà la dernière fois, c'est ensemble qu'on va y arriver. Nous allons gagner sur le Covid-19. Je tiens à vous repréciser que cela est fait dans la dynamique de pouvoir soutenir la population contre la propagation du coronavirus Covid-19. Ce sont des actions purement apolitiques. Vous savez bien et bien qu'une fondation est apolitique et donc il urge véritablement de préciser cela. Les prochains jours, Abacus Foundation va entamer une autre phase dans sa campagne de lutte contre le coronavirus avec la distribution des dispositifs de lave-mains. En attendant la phase de distribution des dispositifs de lave-mains, Cherita Walter, la coordinatrice nationale d'Abacus Foundation et ses collaborateurs se sont rendus à l'école primaire publique Cococodi Jardin pour sensibiliser les apprenants sur le port des masques de protection contre la Covid-19. Le reportage est signé Larios Adiaguino. À l'école primaire publique Cococodi Jardin, les émissaires d'Abacus Foundation retrouvent des écoliers bien informés sur la Covid-19. Mais la répétition étant pédagogique, Cherita Walters, la coordinatrice nationale de la Fondation et ses collaborateurs, leur offre de masques de protection en tissu lavable et les sensibilise encore sur l'intérêt du respect des gestes barrières. Vous avez des masques, on a vu ça et on en est très content. Les gestes barrières sont à respecter. Vous les avez déjà dit. Il faut se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Quand vous voulez tousser dans les coudes, vous voulez vous moucher, trouvez des mouchoirs. Les bénéficiaires expriment leur gratitude à l'égard de la Fondation pour sa solidarité.
C'est un geste très fort pour dire que le gouvernement n'est pas le seul à nous demander de lutter contre la propagation de ce virus. La Fondation est en train d'emboîter les pas au gouvernement pour que la population reste toujours en bonne santé. Donc on dit merci à la Fondation Abaquer. Je voudrais vous remercier, vous, la Fondation d'Abaquer, pour ce que vous nous faisiez contre le coronavirus. Je vous dis à l'ONG un grand merci. Pour les responsables de la Fondation, l'opération de distribution gratuite de masques s'inscrit dans une démarche participative à l'action publique. Je tiens à préciser le fait que ces masques ne sont pas dans une dynamique, ou cette distribution s'inscrit dans une dynamique de rivaliser avec l'exécutif dans la distribution des masques de protection. Non, il s'agit de venir en appui, d'accompagner également l'exécutif pour que ces enfants-là puissent avoir à leur disposition 2 masques de protection, ce qui leur permettrait une fois de laver un, de le laisser l'autre à la maison et de venir avec un autre. La campagne de soutien et de solidarité contre le coronavirus dans cette localité de la commune d'Abomey-Calavi est d'une importance particulière pour la présidente Abaquer Assongba de Rosa. La délégation a marqué une escale à la maison de son grand-père maternel, Feu Da Christophe Hunwanou Aklabati Nwandji. J'adresse mes sincères et profondes reconnaissances à notre sœur Abaquer, la fondatrice, pour avoir pensé en ce jour de crise mondiale de l'épidémie de Covid-19 à honorer sa famille maternelle native de ce quartier Kokokodji de dons de protection contre ce mal inédit. Abaquer Foundation entend poursuivre ses actions de solidarité afin d'accompagner les populations à lutter contre la pandémie de Covid-19. Ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci de l'avoir suivi. La grande édition du journal télévisé sur Eusa Télévision est prévue pour 19 h. Ce sera une présentation de Billy Laibi. On se retrouve dans un court instant pour le débat où j'installe Carles Kitome, Claude Alofa et Kalebi Sodeji. Le débat sur Free Matin. Kalebi Sodeji, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes face à Carles Kitome. Bonjour à vous. Bonjour Abdelkader. Claude Alofa, merci de nous être revenu. Bonjour. Bonjour. Directeur de publication du quotidien L'Informateur. Alors, comme je le disais tout à l'heure, à l'entame de cette émission, selon certains écrits, il est à retenir une source très sûre et digne de foi que le parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE pourra s'asseoir à la table de partage de sièges avec 14% des suffrages valablement exprimés au terme des compilations et se pointe juste derrière le bloc républicain qui s'en sort avec 37%, derrière l'Union progressiste qui vient en tête avec 40%. Rien que à entendre déjà ces grandes tendances, dites-nous, Kalebi Sodeji, quelles sont vos impressions? Mes impressions sont d'abord bonnes d'entrée parce qu'on a réussi, malgré les conditions de la pandémie de Covid-19, à organiser les élections. Donc c'est à l'actif du gouvernement. Mais ce qui me fait un peu un pincement de cœur, c'est que du fait de la loi, on est venu à passer outre le désir de la population, c'est-à-dire que l'article 184, je crois, du code électoral qui veut les 10%, aujourd'hui, vont alors obliger des citoyens à se voir être dirigés par des personnes qu'ils n'ont nullement choisies. Donc on voit là que bon, les 2 blocs du président, du moins les 2 blocs qui soutiennent le président, sortent la main levée. Encore qu'il faut garder des réserves sur la confirmation de la Sénat. Et aujourd'hui, on est heureux de voir au moins un autre parti, ou du moins les tendances faire qu'il y a les FCBE aujourd'hui qui peuvent participer aussi à l'animation de la vie politique. Je me dis, c'est un moins, c'est meilleur par rapport aux législatives qu'on a eues, mais c'est bien déjà pour notre démocratie. Ça limite au-delà de tout le nombre pléthorique de partis qu'on a eu, même si bon, la décision de la population, la décision du citoyen n'est pas respectée en tant que démocratie libérale que nous avons choisi de mener depuis 1990. Alors, Carles Kitome, on parle du partage de sièges sur les informations politiques en lice. Selon les grandes tendances qui nous sont parvenues, on a l'Union progressiste qui vient en tête de peloton. Nous avons le bloc républicain qui occupe la 2e place et le parti politique Force Cori pour un Bénin émergent. Dites-nous d'entrée de jeu, quelle appréciation faites-vous de ces pourcentages obtenus par ces 3 premières formations politiques? Eh bien, à ma lecture, je me rends compte que ce que nous avons commencé à observer depuis
ce moment où le processus électoral était lancé, que chaque parti politique était appelé à présenter sa liste de candidature, la tendance que nous avions observée s'est confirmée. Parce que quand on observe un peu ce qui s'est passé, l'Union progressiste, c'est quand même ce parti qui, dès les premières heures, s'est conformé à ce qui était demandé pour que la liste de candidature soit vraiment retenue. Et ce qui a été fait, il y a eu le BR qui a suivi, les FCB qui ont suivi, ce qui veut dire que les résultats dénotent de l'organisation préalable de ces élections. Tous les partis qui ont eu vraiment du mal à se mettre en règle aujourd'hui sont un peu en rade quand on observe un peu les résultats qui ont été... En fait, ce n'est pas encore les résultats, mais les tendances qui sont observées. C'est vrai que ces tendances pourraient varier un peu dans le temps quand la Sénat va regarder de plus près ou quand la Cour suprême va commencer à intervenir. Mais de toute façon, la tendance est la même, elle reste la même et il n'y a donc pas tellement de surprises à ce niveau. Tout ce que je peux observer, c'est que comme tous les partis qui ont été des partis présidentiels, le FCBE se comporte comme la RB après la fin du mandat de Soglo, l'UBF après la fin de Kérékou. L'FCB aussi respecte un peu cette norme-là. Ces partis commencent à mourir un peu quand le leader qui était au pouvoir, qui a suscité sa création, n'est plus là. Et maintenant, c'est vrai que le leader de l'FCB est parti. On ne sait pas ce que ça va être. Mais ça nous permet quand même d'avoir une lecture de l'histoire politique du Bénin depuis 1990. Et ce qu'on a observé depuis 1990 continue de s'observer. À la différence qu'aujourd'hui, cette règle, cette nouvelle norme de 10% a changé un peu les choses. Sinon, on aurait pu encore avoir le PRD et l'UDBN qui auraient quelques conseillers de part et d'autre, mais cette règle de 10% a un peu changé les donnes. Et maintenant, espérons que tous les politiciens tous les hommes politiques vont comprendre que les 10%, ce n'est pas pour blaguer. Parce que je crois que si tout le monde avait pris quand même l'ampleur des changements législatifs, ce serait passé autrement. Les gens auraient vite fait de se mettre dans les rangs. On ne l'a pas fait aujourd'hui, il y a au moins un autre parti qui vient. Ça veut dire que ça change tout doucement. Et c'est heureux pour moi. Espérons que pour les autres fois, nous aurons beaucoup plus assimilé. On aura des partis nationaux, des partis forts, des partis qui auront véritablement des idéologies et qui vont drainer les gens selon ce qu'ils prônent et non selon la tête ou les moyens financiers qu'ils peuvent déployer sur le terrain. Alors Claude Alafa, dites-nous, on parle de 40% pour l'Union progressiste, 37% pour le bloc républicain et environ 14% pour ce qui est des forces courues pour un Bénin émergent. Est-ce que cela vous étonne? Non, pas autre mesure. Et pourquoi? C'est vrai qu'on aurait souhaité avoir la surprise. Mais c'est parce que l'UP et le BR, le bloc républicain, avaient déjà participé aux dernières élections. Et donc, avaient une certaine avance. On entendait déjà certaines langues dire qu'il serait un peu difficile pour le BR et l'UP d'obtenir les 10%. Oui, ben ça, je crois que c'était peut-être de mauvaises analyses qui se venaient. Voilà. Parce que, qu'on le veuille ou pas, ce sont les mêmes politiciens, les mêmes hommes politiques qu'on connaissait hier, qui, en fait, ont muté la majorité dans ces deux partis. Ceux qui croient que le président de la République est beaucoup plus UP sont allés s'agglutiner dans l'UP. Ceux qui croient que le président aurait des yeux pour le BR sont allés du côté du BR. Donc, oui, les populations ont voté, c'est vrai, pour les communales, mais beaucoup plus pour un soutien à l'action du président de la République. C'est ce que je remarque. Et c'est pour cela que l'UP se retrouve en situation meilleure, suivi du bloc républicain. Et les FCBE, on les attendait un peu à cela. Peut-être même que si ce n'était pas les derniers problèmes qui avaient été rencontrés, que le parti a rencontré avec le départ de son leader, son ancien leader, son président d'honneur, si ce n'était pas cela, peut-être que le parti BR aurait beaucoup, le parti FCB aurait beaucoup plus surpris. Donc, en général, je ne me vois pas surpris par les résultats. Je me dis que c'est plutôt l'inverse qui aurait été une surprise. Peut-être que cela aurait permis de voir ou de créer beaucoup plus de challenge au sein pour l'élection du conseil, du moins du bureau du conseil. Parce qu'actuellement, tel que cela se présente, il ne devrait pas avoir tellement de challenge. C'est vrai que la FCBE, s'il se retrouve troisième
partout. C'est-à-dire s'ils sont présents partout. Et qu'il y a certaines communes dans lesquelles ils sont premiers. Oui, qu'il y a des communes dans lesquelles ils sont premiers, ça veut dire qu'ils pourront négocier dur leur participation, leur soutien à des groupes. Et 40% pour l'UP ne lui permet pas d'avoir les coups de franche pour dire qu'ils auront les maires partout. Ça veut dire qu'ils devront forcément négocier avec l'FCBE si ceux-ci se retrouvaient avec eux dans un conseil communal. Et les BR, étant donné qu'ils ont aussi besoin des maires, devront forcément négocier aussi avec l'FCBE. Je crois que l'FCBE se retrouve en position de faiseur de roi. De faiseur de roi. Je reste avec vous, Claude Alofa. En ce qui concerne le cas du PRD, de l'UDBN, on parle de 5% d'une part et de 2% de l'autre part. Dites-vous, est-ce que cela était prévisible selon votre regard, votre posture d'analyste politique? On a vu l'UDBN se mettre à la tâche. On a vu Madame Claudine Prudencio faire beaucoup d'efforts. On l'a vu courir par-ci, par-là. Et on s'est dit, certainement, elle connaît l'enjeu et elle veut aller loin. On l'a vu dans les positionnements, positionner les femmes, positionner des jeunes dynamiques. Il y a eu la volonté qui s'est manifestée. Oui, elle a manifesté une grande volonté. Et cette volonté était remarquée aussi sur le terrain. Elle n'a pas laissé seulement les jeunes, elle était présente à leur côté et elle les a soutenus. On avait espéré donc que l'UDBN puisse sortir un peu la tête du gouffre, mais ça n'a pas marché. Le PRD, par contre, je crois que peut-être ils se disaient déjà vaincus par avance, ou ils se disaient qu'ils avaient des fiefs naturels, et ça, malheureusement, a joué contre ce parti. Ça a joué naturellement contre ce parti. Carles Kitome, on parle de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, du Parti de renouveau démocratique PRD, le dernier qui s'en est sorti avec 5%, probablement, selon les grandes tendances, bien évidemment, issues des compilations, et l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, malgré la volonté, malgré cette rage de pouvoir révolutionner les choses, l'UDBN se retrouve avec 2% des suffrages valablement exprimés. J'avais dit en tant que j'avais commencé à avoir beaucoup d'admiration pour l'UDBN depuis le jour que je me suis aperçu de la composition de sa liste de candidature. Des projets de société également. Qui mettaient d'abord les femmes devant et les jeunes après. Et j'ai été vraiment séduit par cette façon de penser, cette façon de voir des choses. Et depuis cet instant, j'ai commencé à nourrir l'espoir que ce parti serait représenté dans plusieurs conseils communaux pour essayer d'insuffler cette dynamique de donner un peu plus d'espace, d'expression aux femmes. Ben, malheureusement, ça n'a pas pris. Ça fait un peu mal parce que j'ai vu un peu comment ce parti s'est décarcassé sur le terrain. J'ai vu, à un moment donné, c'est tout comme si j'étais partisan, sans avoir été partisan, parce que j'étais toujours séduit par ce qui se disait, le discours. En fait, tout le corpus me plaisait à un moment donné. J'ai été vraiment séduit et j'avais commencé à nourrir cet espoir-là que le DBN serait au moins quelque part. Mais malheureusement, cela n'est pas arrivé. Mais ce n'est pas la fin du haricot, je dirais, parce qu'il y a encore d'autres échéances électorales. C'est vrai que ce n'est pas pour demain. Ce n'est pas pour demain. À partir ce n'est pas peine perdue, en quelque sorte. À partir d'aujourd'hui, c'est la course à la présidentielle qui est lancée parce que ça, c'est fini. Les résultats vont sortir. Et ceux qui seront élus seront dans 10 mois, approximativement. Seront ceux-là qui vont donner leur quitus à ceux qui voudront être candidats. Et donc, ça veut dire si c'est dans 10 mois, 2 mois avant, il n'y a plus rien. Donc, dans 6 mois, dans 4 mois, nous n'aurons plus la tête co-présidentielle. Et tous ces partis qui n'ont pas pu sortir leur épingle du jeu seront d'abord sur la touche. Mais cela n'empêche pas qu'ils puissent avoir des alliances positives, des alliances qui vont leur permettre de continuer d'exister, de préparer ce qu'ils peuvent faire après. Tout dépendra de la façon dont ils sauront s'allier aux gens en gardant leur identité. Parce que s'ils perdaient leur identité, il leur sera difficile après de revenir, de tout rebâtir. Parce qu'on a rebattu les cartes en 2018-2019 pour que les partis deviennent de nouveaux partis. Et s'ils reprennent une autre fois, vous savez, il y a des gens, tout le monde n'est pas patient. Il y a des gens qui ont faim. Il y a des gens qui réfléchissent par le ventre. Et dès qu'ils sentent que ce parti ne peut pas se positionner tout de suite, là, ils courent pour aller de l'autre côté. Parce que si vous observez bien, depuis 1990, il y a des gens qui ont fait tous les partis présidentiels depuis 1990. S'ils ne sont pas encore morts, la plupart, d'abord ceux-là même que nous voyons, tous ont fait les partis présidentiels. On les a vus avec Soglo, on les a vus avec Kérékou, on les a vus avec Yaïboni. Aujourd'hui, ils peuvent le traiter comme ils veulent. Aujourd'hui, ils sont avec le président Talon et demain, peut-être s'il n'est plus là, ils vont vouloir dire encore des choses. Leur ventre on connaît un peu leur moralité en quelque sorte. Leur ventre va encore diriger leur raisonnement. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut que les leaders de ces partis puissent tout repenser, rebattre les cartes et peut-être s'allier à d'autres. Parce qu'il y a des partis qui n'ont même pas pris part
conseil communal, mais qui compte quand même pour quelque chose, avec qui on peut s'associer et espérer avoir quelque chose de grand, de plus important, et commencer à intervenir dans le débat politique en attendant les joutes électorales, parce qu'on se serait fait un peu de muscle et ils pourront vraiment compétir pour que la vie politique s'anime comme il se doit. Sinon, ce qui va se passer, c'est quoi? L'UP est un parti présidentiel, le B est un parti présidentiel. Si ces deux-là s'entendent, ça veut que c'est plié. Ils vont prendre toutes les communes. Il n'y aura rien. Ils vont prendre toutes les communes. Les FCB avec leur, je ne sais, 10%, 15%, 20%. Ils seront dans tous les conseils communaux, mais ils n'auront aucun poste. Parce qu'ils seront pas, à moins qu'ils soient vraiment majoritaires eux-mêmes pour pouvoir décider de quelque chose. Et quand ils le sauront, ils vont négocier avec qui? Si les deux sont unis, ils sont obligés de négocier avec les deux. Ce qui veut dire que malgré qu'ils soient majoritaires, ils vont devoir céder beaucoup de choses pour obtenir quelque chose. Et donc, c'est un peu compliqué pour ces partis. Et quand leur président s'en va, je crois que là, c'est déjà le bordel. Sinon, ce parti pouvait essayer de renaître et de devenir plus fort. Mais je crois que quelqu'un a déjà signé l'arrêt de mort de ce parti qui va disparaître encore plus rapidement que la RB et l'UBF. Et l'UBF. Alors, Kalabi Soudegui, votre commentaire au sujet du taux de participation de l'Union démocratique pour le Renouveau et du parti du Renouveau démocratique PRD. Je veux dire que j'ai un peu le cœur serré au regard de la campagne, de la qualité de la campagne électorale de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Parce que si vous voyez un peu sur les médias, l'activité, presque l'activisme de l'UDBN, aussi bien de sa présidente que des candidats et de la cellule même de communication, vous voyez qu'ils ont fait un travail de professionnel. Et moi-même, je me suis, à Partners, nous nous sommes dit, au regard de leur campagne, ils ont mené la meilleure des campagnes. Sur le terrain, ils étaient presque présents. Je vais le dire ainsi. Mais les résultats ont montré une chose. Le Béninois a son habitude de vote. Au-delà de tout, le Béninois a son habitude de vote qui se veut qu'on vote presque majoritairement pour le pouvoir, les partis présidentiels. Les choses montrent que tant que quelqu'un est là, en fait, on a des personnalités fortes, on n'a pas des institutions fortes, désolé, mais c'est la remarque que moi je fais de cela. Le président Patrice Talon est là, ces partis sont aujourd'hui, les partis qui le soutiennent aujourd'hui sont suffisamment puissants et font le ras-de-marée en termes de résultats. Demain, ce sera un autre. La preuve, on a eu avec les FCBE aujourd'hui qui ont presque tout raflé au moment où le président Boni Yayi était là, était au pouvoir. Donc, on voit aujourd'hui que les FCBE, bon, je laisse les FCBE parce qu'ils ont eu la chance d'avoir des pourcents, mais l'UDBN et le PRD. L'UDBN aujourd'hui qui est, bon, je ne vais pas dire presque au bord du gouffre. Il y a quand même d'autres challenges électoraux qui se présentent pour l'UDBN. Je vais même rebondir un peu sur l'analyse de mon confrère qui dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont là et qui sont dirigés par, moi je ne vais pas dire le ventre, mais par l'intérêt. Donc, quelle est aujourd'hui la garantie que va offrir l'UDBN aujourd'hui pour garder sa formation politique? Donc c'est en cela je me dis, l'UDBN, si vous voyez un peu les résultats, tout le monde se les... Je crois que le programme est assez riche, Kalaski Tomé. On parle de promotion de jeunes, promotion de femmes, et en dehors de cela également, il y a quand même cette pointe de cette formation politique uniquement dirigée par une femme. Le programme est riche quand ils pourront exercer le pouvoir. Non, mais c'est pas forcément pour exercer le pouvoir, mais ils ont une ligne de conduite, ils ont une façon de penser notre politique, et ils vont se préparer pour exercer le pouvoir. Mais quand on ne se prépare pas pour exercer le pouvoir, qu'est-ce qui se passe? On vient au pouvoir et c'est maintenant qu'on commence à tout chercher. Merci beaucoup. Alors, le cas du PRD, le Parti de Renouveau démocratique PRD. Rapidement sur le PRD, nous sommes un peu pris par le temps. En disant juste qu'ils n'auront pas les moyens de pouvoir à leur politique. Non, je crois qu'ils trouveront les moyens. Le PRD. Ça, c'est le PRD. C'est une affaire de conviction, d'engagement, de dévotion. Mais je reviens sur le cas du PRD en disant que le PRD est un parti ancré à Porte-Novo et à Sémipoyi. Ça, personne ne le déniera. Peu importe celui qu'on mettra là. Moi, j'ai compris que c'est un cas aujourd'hui un peu disputé par les partis politiques, Union progressiste, Bloc républicain. L'Union progressiste parce que, comme je le disais, on vote toujours pour le président qui est là. Mais j'ai fini par comprendre que le PRD est un parti qui est foncièrement ancré à Porte-Novo et à Sémipoyi. Les résultats l'ont montré. La preuve, malgré que le président Adrien Mbedji n'a vraiment pas mouillé le maillot pour le PRD, parce qu'on l'a remarqué. Mais les résultats à Porte-Novo ont montré que même s'ils n'ont pas les 10%, mais le PRD demeure toujours une puissance, une force politique avec qui on doit composer si on veut vraiment avoir les voix. Si on veut avoir des voix dans l'OMS, c'est votre avis, vous l'avez partagé avec nous. Je voudrais seulement dire que vous savez, il y a des gens qui sont originaires d'une certaine région qui ne jugent que par le PRD.
Le PRD peut proposer la même. Eux, ils sont PRD, ils ne connaissent rien. C'est une religion pour eux. Donc, c'est quand cette génération va passer que le PRD va vraiment mais le problème, c'est que cette génération ne risque pas de passer, parce qu'on dirait qu'on passe ça de génération en génération. Non, mais c'est même ça, c'est fort, c'était plus fort que ça. Même depuis 30 ans, ça continue toujours. Alors, Claude Alpha, je me retourne vers vous, Claude Alpha. Finalement, le parti politique Force Kouri pour un Bénin émergent a surpris, parce que, étant parti politique de l'opposition, on a appelé au boycott, on a appelé à ne pas se rendre aux urnes pour effectuer les votes, tout en occultant que le vote nul est également une expression d'un mépris, d'un désarroi. Et finalement, le parti politique Force Kouri pour un Bénin émergent, qui a été qualifié de parti contre l'opposition, parti politique illégitime, se retrouve avec un suffrage au-delà des 10%. Et donc participera au sein des conseils communaux à la gouvernance locale. Quelle est votre analyse sur cette situation un peu atypique? Le problème, et c'est là la méchanceté du code électoral actuel, c'est que on vous demande d'avoir 10% sur le plan national. Les populations sont allées au vote parce que ceux qui étaient positionnés, ils voulaient des conseillers particuliers. Ils sont allés voter pour ces conseillers particulièrement. Donc, les partis qui ont fait des choix, des bons choix, avaient l'assurance que les gens sortiraient pour voter pour le cas. C'est ce que les FCBE ont eu. On verra donc que les lieux habituels, les fiefs habituels des FCBE, où les anciens des FCBE sont restés, les FCBE ont pu percer à ces endroits-là donnés. Alors Claude Alpha, malgré les appels au boycott, comme je le disais tantôt, malgré que l'Union sociale libérale de la diaspora ait appelé au boycott, malgré les messages diffusés en plusieurs langues locales, malgré que le président Boniaï ne s'est pas rendu au vote, malgré que Nicéphore Dieudonné Soglo également, l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo également, malgré que Rick Kounité et bien d'autres leaders de l'opposition ne sont pas rendus aux urnes, on a constaté quand même que les populations sont sorties voter FCBE et donc ont reconnu quand même un certain idéal dans le vert blanc. Oui, pour le moment, je disais, on n'est pas sûr de dire que c'est le parti qui a été élu. Parce qu'il s'agit d'une élection locale. Il s'agit donc des élections de proximité. Et donc, les populations sont sorties voter pour les personnes en qui ils ont confiance, des personnes qu'elles rencontrent régulièrement. Alors, cela, c'est normal puisque les FCBE, dans leurs anciens fiefs, et ayant maintenu pratiquement les mêmes anciens leaders dans le positionnement, c'est normal que ces populations sortent pour voter à ces lieux-là. Et si l'analyse se poursuit, on se rendra compte que les autres fiefs où il y a eu des mobilisations, où on a dû changer les électeurs, le vote n'était pas en faveur des FCBE. On a dû changer les candidats. Le vote n'était pas en faveur des FCBE. Ça veut dire quoi? Les populations n'ont pas voté, les électeurs n'ont pas voté pour un parti. Ils ont voté pour des personnes qui les représentaient. À la rigueur, dans certains autres cas, ils ont voté pour peut-être le soutien à l'action du président de la République. Mais dans le cas des FCBE, on peut dire que c'est parce qu'il y avait certains leaders qui ont été maintenus dans certaines positions que cette élection a permis au FCBE de pouvoir faire ce taux. Et là, encore, il faut reconnaître à Paul Hunkpé son dynamisme et aussi la manière d'avoir bougé les cartes. Parce que sa capacité managériale. Oui, managériale, parce que sinon, s'il avait été vraiment déçu, parce que le départ de l'ancien président du parti était déjà un problème. C'était pour porter préjudice quand même à cette formation politique. Il a gardé la tête haute et puis même des lieux où le chef de l'État, l'ancien chef d'État était très reconnu, mais ces lieux, les populations sont sorties. Ça veut dire quand même qu'on peut commencer par voir en Paul Hunkpé un nouveau leader de la classe politique. On peut voir Paul Hunkpé comme un nouveau leader de la classe politique. Kalibi Soidi, quel est votre commentaire sur l'obtention du suffrage obtenu par FCBE? Est-ce que cela vous a étonné? Est-ce que cela vous a surpris? Est-ce que cela s'inscrit dans la droite ligne de ce que FCBE désormais jouit d'une certaine autonomie, d'une certaine indépendance et n'est plus personnifié? Je dirais que les FCBE de Boniaï n'a pas encore perdu complètement. De Boniaï, malgré le départ de Boniaï? Bien sûr, n'a pas encore perdu de sa notoriété. Contrairement à ce que l'on pense, qu'on a voté peut-être à cause de... Contrairement à ce que mon confrère a développé, moi j'estime que les FCBE, on a voté beaucoup plus les FCBE parce que c'était des candidats qui étaient là et non pas parce qu'on a voté, parce que c'était
Paul Moupé qui était manager, mais on a voté beaucoup plus les FCBE parce que il y avait d'autres encore qui étaient des leaders des FCBE. Vous allez remarquer que selon les tendances, on a voté, les FCBE a fait beaucoup plus de scores dans le Nord. Et dans le Nord, c'est-à-dire quoi, les anciens leaders sous Boni Yayi sont presque restés en place. Donc, on comprend qu'on a voté beaucoup plus ces anciens leaders qui étaient restés sous Boni Yayi. Donc, je me dis, ce score, d'abord, qui ne reflète pas le fait que les électeurs sont sortis, mais du fait que c'est quelques-uns qui sont sortis, parce que pour que ce soit que les électeurs sont sortis, il faut voir le taux de participation. Mais pour ceux qui sont sortis, on parle d'environ 50 à 52%. Ceux qui sont encore que pour le Bénin, on sait qu'au Bénin, c'est 60, 70, 75% de participation. On peut comprendre également, mais avec les appels à boycott, avec le désamour qu'on a fait cultiver aux populations également. Pour revenir au score, oui, très rapidement, FCBE, je dis plus que c'est beaucoup plus l'aura des candidats qui ont été là, qu'on a voté, et aussi ceux-là qui ont voulu faire des votes sanctions contre, à quelques endroits, contre les deux partis qui soutiennent l'action du gouvernement. Alors, Carles Kitome, au sujet de cette obtention d'environ 14% de suffrages valablement exprimés des FCBE, alors que le président d'honneur Boni Yayi a quitté le parti politique pour porter préjudice à l'élan dans lequel le parti politique s'engage dans les élections communales et municipales, malgré qu'il ne s'est pas rendu aux urnes, malgré qu'il ne s'est pas rendu aux urnes avec les anciens présidents et autres ténors de l'opposition, malgré qu'il y a eu des messages diffusés dans différentes langues nationales pour appeler au boycott des élections, on a constaté quand même que FCBE, il y en a qui y croient toujours. Ils croient toujours au FCBE, je ne serai pas aussi affirmatif que vous, mais je dirais qu'il faut avouer une chose. Les populations d'une certaine partie de ce pays ne connaissent pas encore l'UP et le BR. C'est encore trop nouveau dans leur tête. Ils n'ont pas encore fini avec les FCBE. Ils ont trop connu les FCBE pour qu'en quelques semaines, le bloc républicain, l'Union progressiste vienne leur effacer ça de la mémoire. Donc il reste quand même forcément un résidu de personnes qui ne jugent que par le FCBE. Pas par conviction, mais pour eux, c'est le parti le plus grand, c'est le parti présidentiel. Que cela soit pour Boni Yayi ou non. Et à côté de cela, il faut, moi je me rappelle bien, entre 2015-2016, beaucoup de gens disaient, moi je vais voter pour le président Talon parce qu'il a souffert, parce qu'on l'a fait souffrir dans ce pays, je vais voter pour le venger. Ce qui veut dire que toute cette campagne qu'a menée le président Yayi Boni, qui s'est suffisamment présenté en victime, a forcément aussi un effet sur une certaine part de la population qui dit, bon, on le fait trop souffrir, nous allons quand même lui rendre honneur, nous allons voter pour son parti. Sa démission au dernier moment, il a été faite. Mais est-ce que la communication autour de cette démission a pu atteindre toutes les franges pour que les gens puissent se dire aujourd'hui, dissocier l'image de Yayi Boni de FCBE? Non. Ce qui veut dire que pour certains, ils ont voté FCBE parce qu'ils pensent qu'ils faisaient du bien à Yayi Boni. Et à cette frange s'ajoutent maintenant ceux-là qui ont cru aux leaders qui se sont présentés devant eux, qui sont les mêmes qui viennent depuis 14 ans aujourd'hui, leur parler de politique. Même, ils ne savent même pas s'ils ont changé de parti ou pas. C'est le même qui a payé l'écolage de l'autre qui a eu le bac. C'est le même qui a donné une bourse à quelqu'un qui n'avait même pas le droit aux bourses. C'est le même qui a permis de sortir un enfant donc on ne pouvait pas payer les frais d'accouchement. C'est le même qui a envoyé quelqu'un en stage alors que... C'est le même qui a fait de quelqu'un un enseignant du secondaire alors qu'il n'avait même pas le bac. Donc pour lui, c'est le bon Dieu du coin qui est toujours revenu. Il peut dire qu'il est n'importe quel parti, on s'en fiche. Et encore que lui, il dit qu'il est FCBE depuis 14 ans, on a voté pour. Donc ça ne dénote encore pas de grand-chose. Donc il faut entrer dans la sociologie politique du Bénin pour savoir que ce n'est pas encore ça. Le FCBE, on verra ce que ça pèse d'ici quelques temps. Merci à vous, Carles Kitome. Je rappelle que vous êtes journaliste, reporter d'images à USA Télévision. Vous étiez avec Claude Alofa, directeur de publication du quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs. Et le troisième invité à vous pour nom, Kalebi Soudedji, directeur de publication du quotidien Partners News. Merci à vous pour la fidélité, merci à vous pour l'attention et l'amour, surtout, chers amis internautes. On se retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés sur les www.usaetv.bj pour vivre en direct les grandes tendances proclamées par la Commission électorale nationale autonome Sénat ce jour, probablement dans la soirée de ce mercredi 20 mai de l'an 2020.